la dernière fois, je vous avais présenté le condensateur. Et on avait terminé sur l'équivalent hydraulique du condensateur. Vous vous souvenez ce que c'était l'équivalent hydraulique du condensateur? Ouais, c'est une espèce de citerne avec une membrane en caoutchouc au milieu. Je ne vais pas revenir dessus. On va maintenant traiter le premier exercice sur le condensateur qui est le plus simple qu'on puisse avoir. Donc vous avez un petit circuit comme ça dans lequel vous avez ce composant là. Alors ça désigne un générateur de courant. Donc pas de tension mais de courant. C'est quelque chose qui va imposer le courant dans le circuit pendant tout le travail. Et ce générateur de courant va alimenter, ce courant va être injecté directement dans un condensateur. De valeur C, je crois que c'est combien? C'est 10 millifarad. C'est ça? Oui. Le courant est noté petit i, il varie au cours du temps. Voilà, donc vous aviez ça à chercher pour aujourd'hui. Et on vous dit comment le petit i de t varie au cours du temps. Et donc on va représenter ça avec un graphe. L'échelle de temps, elle va de 4 secondes, de 0 à 10 secondes à peu près, un peu au-dessus. Alors je vais graduer comme ça, c'est des secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour moi, je vais en dire. Pas très équidistant, c'est pas grave. Dans l'énoncé, on vous dit que le courant il vaut 100 mA de 0 à 4 secondes. Alors, comment on traduit ça? On va dire que ici c'est 50 mA, ici c'est 100 mA là, en haut. Et le courant, il est nul, mais il monte brutalement. Il vaut 100 mA ici, et ça va durer 4 secondes, c'est-à-dire jusque là. Voilà. Ensuite, il redescend pas à 50 mA, mais à moins 50 mA, donc ça va être ici. Et ça va durer ce courant négatif jusqu'à 10 secondes. Et ensuite, le courant remonte son biais, il finit à 0 en fait. Il remonte pas rien. Alors, je n'ai pas vu montrer parce que là, il descend. Généralement, il faut faire des traits bien horizontaux. C'est tableau. Voilà, donc là, on va dire que c'est 100 mA. On va écrire carrément. Et ici, c'est moins 50 mA. Voilà, le décor est planté. Et qu'est-ce qu'on vous demande là de déterminer? Eh bien, ce qu'on va déterminer, c'est la tension au bord du condensateur. On va appeler UC2. Voilà, le courant I, qui est ici, c'est le seul et unique courant du circuit qui fait le tour comme ça. Alors, pour tracer la courbe de UC2T, là, je vais mettre en vert. Eh bien, vous avez une première indication fondamentale de l'exercice. On vous dit que le condensateur est initialement déchargé. Plutôt, à T égale 0, le condensateur est déchargé. Quelle est la signification de ceci? Quoi égale 0? Non, c'est pas l'ampérage. C'est le Ah non, c'est il me dit millifarad tout le temps. C'est la tension. C'est la tension. Déchargée, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension au bord du condensateur. Et du coup, il peut y avoir du courant même si c'est déchargé. Bah oui, c'est ça. En fait, l'état du condensateur, si le condensateur, c'est l'espèce, vous vous souvenez, l'équivalent hydraulique là, c'est de savoir si la membrane de caoutchouc au milieu elle est tendue ou pas, par exemple. Donc là, elle n'est pas tendue, vous avez même pression de chaque côté, ou zéro différence de pression, et en électrique, ça veut dire pas de tension. Hein, pas de tension électrique. Donc cette indication, elle vous dit que votre courbe de UC, elle démarre à 0, pour T égale 0. Donc le point de départ, il sera ici. Ça va vous donner ce qu'on appelle la condition initiale du circuit. Et à partir de là, il faut deviner ce qui va se passer par la suite.
Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce qui va se passer par la suite? Oui. Là, il va se charger chaque 4 secondes, il a plus de choses. Voilà, on est d'accord que de 0 à 4 secondes, le courant va être positif. Et la dernière fois, on a dit que quand le courant est positif, eh bien, la tension va monter. Voilà. La question, c'est de savoir comment elle va monter. Quand même, on va préciser un petit peu. Et pour savoir préciser ça, même très bien, il suffit d'écrire l'équation caractéristique du condensateur. Donc, je vous l'ai donné la dernière fois. Elle dit quoi, l'équation caractéristique du condensateur? Elle dit que ceci, DUC sur dt, c'est égal à I sur C, avec le I et le U, je suis en convention récepteur, ce qui est le cas ici. Donc je rappelle les éléments en présence, ça c'est le courant en ampères, ça c'est le condensateur en farad, et ce truc-là c'est en plus de 3 donc ce truc-là. C'est la vitesse de variation de UC au cours du temps. Son unité, ça sera quoi d'ailleurs l'unité de ça? Les volts par seconde. De manière plus mathématique, on peut dire que c'est la dérivée de UC par rapport à T. Et graphiquement, la dérivée, ça correspond à quoi sur le courbe? La tangente à la courbe. Alors, c'est pas la tangente. Quand on veut dire un peu longuement, on appelle ça un coefficient directeur. Et moi, je vais appeler ça plus simplement la pente. D'accord? C'est-à-dire si la courbe elle est pentue, si elle monte ou si elle descend. Et à quelle vitesse elle monte. Donc, nous regardez ce que nous dit cette formule. Elle nous dit que DUC sur dt est égal à I sur C. Je fais l'application numérique, on va dire de 0 à 4 secondes. On commence par là. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, le courant, on me dit qu'il fait 100 mA. Il est constant. Et il débite dans un condensateur de 10 millifarad. Voilà, donc les millis sur les millis, ça va simplifier, c'est des 10-3. 100 sur 10, ça fait 10. Donc le résultat, c'est 10 volts par seconde. Cette expression nous dit que la tension... Oui. Bah oui, mais les farads, si tu regardes bien dans la formule, on l'avait dit la dernière fois, ça se relie à des volts, des ampères et des secondes. Hein? Bon. Regarde dans cette formule, là, on l'a dit la dernière fois, hein, ça c'est des farads, et tu vois que ça met en jeu des ampères, des volts et des secondes. DU sur dt, c'est des volts par seconde, ça c'est sûr. Donc cette écriture nous dit la courbe UC de t va monter à pente constante. Une courbe qui monte à pente constante, elle va avoir quelle forme? Ça va être une droite. Donc là, vous prenez la règle, et à la règle, vous me tracez une droite qui monte à pente constante. Question, combien je vais avoir de volts là-bas au sommet? 40. Oui, pourquoi 40? Et bien, chaque seconde, j'augmente de 10 volts. Donc là, 10, 20, 30, 40. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de gros calcul. Ici, c'est sûr, j'aurai 40 volts. Et bien, j'ai fait la première partie. La droite, on peut la faire comme on veut. Ben, elle va de 0 à 40. Mais du coup, En 4 secondes. 40 c'est à l'ordre ou en dessous, monsieur? Non, par exemple. 40, c'est à 4 secondes. Si tu veux. Voilà. Et ensuite, même raisonnement, mais cette fois de 4 à 10. de 4 à 10 secondes. Alors qu'est-ce que j'écris de 4 à 10 secondes? Là, ça va être à peu près la même chose, hein. Mais j'écris DUC sur dt égale, au lieu d'écrire I égale 100 mA, je vais mettre moins 50. Et ça va faire, cette fois, une pente de moins 5 volts par seconde. Donc ça indique que la tension va descendre à pente constante. Donc ça va être une droite descendante. Pour la faire, il suffit juste que je calcule à peu près où je vais atterrir au bout de les 10 secondes. Vous êtes d'accord? La première seconde, là, je perds 5 volts. De 5 à 6, j'aurais perdu 10, donc je n'en trouve plus qu'à 30. Ça fait qu'à 10 à 20.
Voilà, je fais passer 2 secondes, je repère 10, je ne retrouve plus qu'à 20. Et je repère encore 2 secondes, je laisse passer 2 secondes, je repère encore 10. Donc en fait, je vais retrancher 10 3 fois là, sur l'intervalle, donc je vais finir à 10 volts. Alors 10 volts, bah, c'est un quart de 40, hein, donc je coupe en 4. Voilà. Je vais couper les cheveux en 4. Et ça met à peu près là. Ici j'ai 10 volts. Et je trace la courbe. Donc là, vous pouvez le faire à la règle, c'est une vraie droite. Je vais essayer de faire un truc le plus droit possible, comme ça. Au-delà de 10 secondes, comment ça se termine? C'est constant? Oui, quand il n'y a plus de courant, bah, ça fait DUC sur DT égale 0, c'est-à-dire pas de vitesse de variation. Pas de vitesse de variation, c'est-à-dire que UC est constant, on l'avait pris la dernière fois. Donc surtout ne pas mettre UC à 0. Le condensateur, il se décharge en 8 secondes. Ah, si on voulait qu'il se décharge complètement, qu'il retourne à 0, il faudrait aller jusqu'à 12 secondes ici et 8 secondes de décharge. Et si on continuait, il irait dans la tension négative. Et si ça va dans une fois, Ça ne gêne pas, c'est juste que la tension s'inverse au moment du condensateur. Dans ta membrane en caoutchouc, il y a des gonflées dans un sens, elles se gonflent dans l'autre sens. Voilà. Alors l'exercice pourrait être terminé là, mais en fait, on va pousser un petit peu. Moi, j'aimerais bien avoir les équations de ces droites-là. Pour avoir l'expression de UC, là, ça c'est UC, hein, en fonction de C. Voilà, on va préciser, quand même, je mets sur la courbe tout ce qu'on a vu, hein, la pente égale moins 5 volts par seconde ici. Et ici, on a une pente de plus 10 volts par seconde. C'est ce qu'on a calculé. Voilà. Alors j'aimerais calculer les expressions qui correspondent à ces droites. Et là, il y a les méthodes mathématiques que vous avez dû apprendre au lycée. Vous devez être capable de calculer les équations de droite qui passent par 2 points. D'accord, quand vous connaissez 2 points. Ou même éventuellement calculer une équation de droite qui passe par un point qui a une certaine pente. Je vais laisser ces méthodes que vous avez vues au lycée de côté et je vais vous montrer la méthode des physiciens, qui sont un peu plus courtes que les méthodes mathématiques. Donc la méthode du physicien, il y en a 2, je vais en présenter 2. La première, en fait, on part simplement de ça. On écrit donc DUC sur DT égale 10. Donc on est d'accord, je travaille ici. J'écris DUC sur DT égale 10. Et ça, je me souviens que c'est une dérivée par rapport au temps. Donc en fait, si je veux remonter à la fonction UC de t, il faut que je fasse l'inverse de l'opération de dérivée, c'est-à-dire prendre une primitive. Donc en fait, je vais écrire UC égale 10 fois t. Mais attention, quand on fait 10 fois t, quand on intègre, pardon, il faut rajouter une constante d'intégration. Et après, il faut se poser la question de la valeur de la constante d'intégration. Voilà. En fait, cette chose-là me garantit que j'ai une droite qui a une pente de 10. En fait. Et là, une méthode pour obtenir la constante, on écrit or à t égale 0, UC doit être égal à 0, puisque j'injecte cette condition-là, ma condition initiale. Au début, ici, le condensateur est déchargé. Donc quand j'écris ça et que je reporte ici, UC, je le remplace par 0 lorsque t vaut 0. Donc de ça, j'en déduis que 0 doit être égal à 10 fois 0, plus la constante. Je retourne l'équation, mais là c'est absolument trivial, ça fait la constante égale à 0. Et j'obtiens ensuite UC de t. Donc là on est d'accord, je reviens à cette expression-là, cette expression intermédiaire, là, donc je me sers plusieurs fois. Et je l'écris avec la constante égale à 0, ça fait UC de t égale 10 fois t. Voilà, ça c'est la première méthode.
La deuxième méthode qui est un peu plus physique encore, et un peu plus rapide, ce qui revient au même, c'est de retourner cette expression en écrivant que le DUC doit être égal à 10 fois dt. Dans UC de T, il y a l'idée plus constante. Si on regarde ça de façon mathématique, la constante, c'est comme l'ordonnée à l'origine. Oui. Je veux dire, on aurait pu le lire directement. Oui. Mais vous allez voir, quand vous allez faire cette. Parce que c'est vous qui allez faire ça là, ça marchera plus bien, parce que l'ordonnée à l'origine, tu vois, tu l'as pas trop. Donc ça, c'est plus général comme méthode. Pour cette relation, elle dit quoi? Elle dit que quand il y a un petit intervalle de temps là qui s'écoule, eh bien la variation de tension, c'est 10 fois la valeur du temps écoulé. Enfin, l'intervalle de temps. Okay. Comme c'est proportionnel, ce qui est vrai pour un petit intervalle de temps qui engendre une petite variation de tension, c'est vrai aussi pour un gros intervalle de temps. C'est-à-dire que quand on passe à des gros intervalles de temps, au lieu de mettre des petits d, on met des deltas comme ça. On écrit delta UC égale 10 fois delta t. Et après, on va choisir un intervalle de temps bien sympa. C'est-à-dire qu'on va démarrer, on va dire qu'on démarre au point de départ ici. Voilà. Et le delta t, ça sera le temps courant, voilà, si j'ai un temps courant, moins le temps de départ qui est 0. Et ça, on va appeler ça le delta t. D'accord? Comment ça fait que il est aussi petit delta T? Je l'ai pris, il peut être quelconque. Ouais. Hein, j'ai pris un instant t au hasard. Ce que j'ai bien appris, pas au hasard, c'est le premier instant, j'ai pris à la condition initiale. D'accord? Et il y a ce delta t, c'est ce que dit la courbe qui est ici. Hein. Il lui correspond à un delta u, c'est-à-dire une variation de u, que je peux représenter comme ça. Là, voilà. Ça, c'est mon delta u, qui est 10 fois plus grand que le delta t qu'il a engendré, puisque la pente, c'est une distance. Alors, qu'est-ce que delta UC? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne mathématiquement? Ça, quand on comprend la signification de ça, bah, delta UC, c'est le UC à instant t moins le UC à instant initial. C'est-à-dire UC de à instant 0. Et ça va être égal à 10 fois. Eh bien, le delta t, c'est le temps courant moins le temps de départ qui valait 0. En fait, c'est t moins 0. Voilà, et là on obtient UC de t égale 10t plus UC de 0. Et UC de 0, ben, comme le condensateur est initialement déchargé, ça vaut 0. Et on trouve donc UC de t égale 10 fois t. Non, ça c'est des variations. Donc là c'est vraiment le temps court. Vous allez voir. Vous allez me calculer soit par la première méthode, soit par la deuxième méthode, l'expression de UC de t, mais sur la partie descendante. Ok, je vous laisse 2 minutes. Voilà, du 40 à 10 volts ou de l'expression là de 4 à 10 secondes. Là on revient de 4 à 10 secondes. Et là vous essayez de mener le calcul. Non, le contrôle de la semaine prochaine, ça s'arrête à l'exercice 8. Je vais vous envoyer un mail qui vous donnera le programme de révision. Vous allez l'envoyer quand? J'espère l'envoyer à midi, tu vois, ce soir. Et surtout, je vous mettrai le sujet dans les... Parce que c'est l'instant initial où on connaît la valeur de UC de t. Donc là, ça veut dire qu'on fera dans la T4. Ouais.
la nouvelle condition initiale, ça sera t égale 4. Ce qui va changer un peu les calculs. Mais la méthode est la même. Ok. Quel est le résultat? 24, la constante. Je sais pas l'expression complète, c'est quoi là? Moi, j'ai les 20. UC de t égale moins 5t, ouais. La pente, ça devient moins 5 avec ça, et Plus 24. plus 24. Moi, j'ai mis plus 20, donc. Alors on va vérifier, on va mettre le plus 20, ça fera un peu moins de... De toute façon, les deux sont faux, rassurez-vous. Alors on va voir immédiatement que c'est faux. Parce que ça doit marcher, vous êtes d'accord, ça doit marcher pour t égale 4. C'est-à-dire pour t égale 4, je dois retrouver 40. 60. Merde, ça. Donc là, si je fais moins 5 fois 4, ça fait moins 20. Plus 20, ça fait 0, ça fait absolument pas les 40. Donc en fait, effectivement, quelqu'un maintenant, il voit comment il faut corriger. Si je veux avoir 40 à la fin, il faut ici que je mette 0. 60, puisque celui-là, il fait moins 20 à t égale 4. Alors, pourquoi vous n'avez pas trouvé le bon résultat? Je ne sais pas. On va le faire par la deuxième méthode, mais on pourra le faire par la première méthode. Monsieur, vous pouvez expliquer comment vous trouvez 60? Bah, en fait, je sais qu'il me faut une pente de moins 5, ça c'est le coefficient directeur. Et ensuite, je sais que quand t égale 4, je dois trouver 40. 40. Donc comme ça, je sais que pour t égale 4, ce terme-là, il pèse moins 20. Bah, pour que ça fasse 40 au final, il faut que je rajoute ici. Mais parce que du coup, ça fait moins 5 fois 4 plus constante égale 40. Regardez, moi j'écris ça. Ouais. Donc je l'écris avec mes deltas maintenant. Delta UC égale moins 5 fois delta T. Ensuite, le delta T, bah, je vais remplacer par le temps écoulé depuis l'instant 4 secondes. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir la variation de T entre le temps courant et la valeur que j'avais à 4 secondes. Donc, je fais comme ça, bon, ça devient ça en gros. Et là, c'est fini. C'est possible que vous montrez avec la première méthode? On fera la première méthode si tu veux. Ok, merci. Mais là, c'est fini parce que regardez, celui-là, UC de 4, je sais que lui, je le connais, il vaut 40. En fait, j'ai plus qu'à le passer de l'autre côté. Ça entraîne UC de T égale moins 5 T moins 4 plus UC de 4. Je développe la parenthèse ici, ça fait moins 5T plus 20. Et UC de 4, on dit que ça va être 40. Et ici, on trouve bien le 60. Alors, par la première méthode. La première méthode, j'écris UC sur dt égale moins 5. J'en déduis UC de t égale moins 5t plus une constante d'intégration. Ensuite, je dis or, pour t égale 4, UC doit être égal à
40, la condition initiale ici. Je remplace dans l'équation qui est ici, je dis donc, si je mets ici 4, eh bien il va correspondre 40 volts. Et ensuite je calcule ma constante. Et j'obtiens que la constante, eh bien c'est 40 plus 4 fois 5, c'est-à-dire 60. Et donc je reporte dans mon équation qui était au-dessus, et j'obtiens égal moins 5t plus 60. Et tous les chemins mènent à Rome. C'est bon? Vous n'êtes pas habitué à faire des calculs comme ça? Jamais vu? Si, un peu. Vous avez dû en faire au lycée au moins la deuxième méthode. Ah non, c'est la première méthode, moi je dirais. La première, moi, Ah, la deuxième, Ça dépend. ouais. enfin oui, je veux dire, celle-ci, vous avez Oui, vu. oui, oui. Et ça, c'est plus physique, ça. C'est plus physicien, quoi. Ça, c'est plus mathématicien. Parfait. On efface tout? On efface tout, on recommence? Alors maintenant, on va légèrement compliquer le système. Et on va se baser sur le circuit de l'exodiste. C'est-à-dire que cette fois, vous n'avez pas seulement un condensateur, mais vous allez avoir une résistance et un condensateur. Et on va construire ce qu'on appelle un circuit RC standard. Alors ce circuit RC standard est composé cette fois d'un générateur de tension dont la valeur va s'appeler VE. Et ce générateur débute dans une résistance puis dans un condensateur. La valeur de la résistance du condensateur, ça n'a pas trop d'importance au départ, on va même prendre les valeurs d'exercice. 10 kΩ. Et le condensateur fait 100 microfarad. Au début, pour que les choses soient très simples, on va se prendre un VE égal à 10 volts constant. Et là, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans ce circuit. Dans la question là, c'est marqué trace et de T, il faut faire le schéma ou il faut faire la courbe? Pour le moment, on ne fait pas l'exercice. Non, mais Je je vous pose la question. Il faut faire la courbe. Ah, c'est d'accord. Bon, l'objectif, c'est de comprendre comment va fonctionner ce circuit-là. On va faire deux approches. On va faire une première approche sans calcul, une approche purement qualitative, juste pour sentir ce qui se passe. D'accord? Et après, on va aborder les choses de manière mathématique. Et en niveau mathématique, on va monter d'un cran par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. D'ailleurs, on va aboutir sur une équation d'un type nouveau pour vous, je pense, qu'on appelle une équation différentielle. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'équation différentielle ici? Oui. Quand même. Elle ne sera pas comme ça. C'est pas ça l'équation. C'est pas ça. Quand tu le mets au carré, c'est ce qu'on appelle une dérivée seconde. C'est pas l'équation. Bon, on commence tranquille et qualitatif, d'accord? Et on sortira la partie lourde à la fin. Alors pour comprendre ce qui se joue dans ce circuit, on va déjà faire le truc classique, on va flécher les courants et les tensions. Alors les courants, c'est beaucoup dire, parce qu'il y en a combien de courants là? Un seul. On va flécher le courant qui sort du générateur en convention générateur, comme ça. On va l'appeler petit. Donc il faut bien avoir conscience qu'en vertu de tout ce qui rentre
égale à tout ce qui sort, le petit i c'est le même pour tous les composants. Ensuite, on va flécher le condensateur en convention récepteur et la résistance en convention. Le premier petit réflexe qu'il faut avoir sur ce circuit, c'est de voir ce que donne la loi d'Emal. Et nous, on va commencer par travailler, à faire des hypothèses sur la valeur initiale de UC. Vous vous souvenez, la condition initiale, pour savoir s'il est chargé ou déchargé, etc. On va brasser différentes hypothèses. Et on va considérer qu'à un instant donné, on connaît UC. V, on connaît, il est connu, il vaut 10 volts. Et vous voyez que quand vous avez une maille à 3 tensions et vous connaissez 2 des tensions, ben vous connaissez la 3D. Et donc, la loi d'Emal, elle nous dit quoi? Elle nous dit que UR, c'est VE moins UC. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, j'ai pris direct à l'envers. Une autre façon de le dire, d'ailleurs, on va le sentir autrement. Si je fais avec les potentiels, s'il dit là c'est le potentiel 0, voilà le potentiel il vaut VE, qui sera égal à 10, on est d'accord. Et le potentiel qui est ici vaudra QC. QC moins 0. QC. Et donc on voit bien que la différence de potentiel au bord de UR, là, c'est bien VE moins UC. Donc ça on va l'utiliser. Et alors, je ne vais pas partir totalement au hasard, on va supposer qu'au début, UC est égal à 10 volts. Comme V. Donc si les deux sont égaux à 10 volts, donc je mets 10 volts sur les potentiels, hein, partout. Et bien dans ce cas-là, que me dit la loi d'Emal, ou la loi des différences de potentiel? Et bien je me dis que UR ça vaut 0. Même potentiel de chaque côté de la résistance. Et si je n'ai pas de tension au bord de la résistance, qu'est-ce que je peux en déduire du petit i? Voilà, la loi d'Ohm nous dit que c'est les UR sur R. Mais c'est donc 0 sur R, et ça vaut donc 0. Donc il n'y a pas de courant dans le circuit, puisque les potentiels sont équilibrés de part et d'autre de la résistance, on peut le voir comme ça. Et s'il n'y a pas de courant, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour UC? Ça veut dire qu'elle est constante? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UC ne bouge pas. Il reste à 10 volts. Le condensateur ne se charge pas, ne se décharge pas. En fait, on va en déduire que si UC atteint 10 volts, eh bien le circuit va être sur un point d'équilibre, c'est-à-dire un endroit où il ne bouge plus. D'accord? Donc on va l'écrire. Circuit sur son point d'équilibre. Alors j'ai mis son parce qu'en fait il n'y en a qu'un seul. Vous verrez ça un peu plus tard. C'est le seul point d'équilibre. Ça veut dire que si on est à 10 volts, eh bien on y reste. Voilà ce que ça veut dire. Non, si on est à 10 volts, si UC vaut 10 volts alors que VE vaut 10 volts, il n'y a pas de courant. Parce que tu as le même potentiel de chaque côté. Donc tu n'as pas de tension dans la résistance. Écrit. Il n'y a quand même pas de tension, il n'y a pas de courant. Dans une résistance, oui. Ah, c'est comme si tu as la même pression à l'intérieur du pneu et à l'extérieur, il n'y a pas de courant d'air entre les deux. Moi, je peux ouvrir la porte, il n'y a pas de mouvement d'air, il y a la même pression dans le couloir que dans la salle. Voilà, alors par contre, maintenant, si je me prends une tension un peu en dessous du point d'équilibre, par exemple, si j'ai 9 volts sur UC. Alors qu'est-ce que ça me change ici? Ça veut dire que le potentiel ici c'est 9. Ah bah cette fois, le potentiel le plus haut il est là, et le potentiel le plus bas est là, donc là il va y avoir du courant dans ce sens-là. Si je décris avec la loi d'Emal, en fait j'en ai dit que UR est égal à 1 volt, entraîne que petit i va être égal à 1 volt divisé par la valeur de R, et donc petit i sera positif. Et s'il est positif, on en est dit quoi? UC augmente. Et à votre avis, jusqu'où il va augmenter ce UC?
et ben il va monter jusqu'à 10 volts, mais quand il y aura 10 volts au bord de UC, Il va stagner. ça va retourner sur le point d'équilibre. D'accord? Si je fais l'hypothèse un peu inverse, c'est-à-dire je prends UC qui est au-dessus du point d'équilibre. Alors au-dessus du point d'équilibre, ça veut dire que cette fois ici, j'ai pas 9, mais j'ai 11. Cette fois, mon potentiel le plus haut est de ce côté. Et cette fois, ça veut dire que le courant, il va circuler dans le sens inverse de la flèche. Donc ça veut dire qu'il va être négatif. Si je fais que la loi des masses, ça fait IR égale moins 1 volt, entraîne I égale moins 1 volt sur R. Cette fois, le I est négatif. Et donc, UC va diminuer. Jusqu'où va-t-il diminuer? 10 volts. Moins 10 volts. Jusqu'à 10. Parce que quand on atteindra 10, il n'y aura plus de tension au bord de la résistance, plus de courant. On retourne sur le point d'équilibre. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience de la nature profonde de ce circuit. C'est que la tension UC a une fâcheuse tendance à toujours vouloir retourner à 10 volts, c'est-à-dire à la valeur de VE, ou le point d'équilibre. Comment ça va se traduire dans le temps, ce truc-là? Donc on va faire un petit graphe comme ça. On va essayer d'intuiter ce qui se passe. Si je pars de 10 volts, donc là je fixe ce qu'on va appeler la condition initiale du circuit, et je dis supposons que le condensateur soit initialement à 10 volts. UC, on a dit que VE était égal à 10 volts et constant. Du coup, UC, c'est toujours constant aussi. On ne peut pas passer de 9 volts ou à 11 volts. Ouais, voilà. En tous les cas, si UC au début il vaut 10 volts, et bien on a dit qu'il y restait. Donc là vous faites une droite horizontale. UC n'évolue pas. Il reste à 10 volts. Si jamais UC démarre à 9 volts ici, bah, l'écart par rapport à 10 volts engendre un courant, qui fait que la tension va augmenter. Par contre, au fur et à mesure que cet écart va se réduire, le courant va baisser, ça va monter de moins en moins vite. Donc en fait, ça va faire une courbe comme ça, qui monte de moins en moins vite, de moins en moins vite, et quand elles se rejoignent, et ben, elle arrête de monter. Donc ça, c'est si on part du 9 volts, et si on part du 11 volts, et bien cette fois, c'est l'inverse, ça commence par descendre, et ça descend de moins en moins vite, et quand ça atteint 10 volts, ça arrête de descendre. Voilà les trois hypothèses que j'ai brassées là, ce que ça va donner au cours du temps. Si j'étais parti de 0 volts, là, ça aurait fait quoi? Bah, ça sera monté encore jusqu'à 80. Ça sera monté vers le 10 volts. Pareil, toujours la même tendance. Alors je vous fais à quelle vitesse, plus vite, moins vite, pour l'instant, c'est pas trop. Et monsieur, c'est quoi que vous appelez revenir à son point d'équilibre du coup? Et ben, c'est qu'on finit à 10 volts, constant quoi. Ok. Tout le temps. En fait, quel que soit le point de départ, on arrive toujours au même endroit. Pourquoi le 0 ça fait pas comme le 9 et le 11, ça se met direct au même point? Ça se met pas au même point le 0 que le 11 et le 9. J'ai pas compris ce que tu veux dire quand on parle du 0 là. Ouais, pourquoi la limite, enfin le 5 qu'on fait, ça se fait pas au même point que le 11 et le 9? C'est ça pourquoi la pompe va faire ainsi. Pourquoi ça va rejoindre pas au même moment? Ouais. Ah, ça part plus loin, on peut penser que ça va mettre plus de temps quand même. Hein, c'est comme si, je sais pas, je pense c'est vrai. Mais on n'est pas sûr quoi, à ce stade-là. On est qualitatif. Si plus R est grand, du coup le circuit va mettre plus de temps à atteindre son point de Oui. Plus R sera grand, plus ça va être lent. Parce que plus les courants seront petits. Et les petits R font donc ça sera plus rapide. Tout à fait. Alors en fait, effectivement, c'est intéressant, parce qu'en fait, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir combien de temps ça va mettre pour rejoindre le point d'équilibre. Et là, ça, si on veut le déterminer précisément, on va être obligé d'aller dans les mathématiques. Donc on va mettre en équation le fonctionnement du circuit. Donc la mise en équation, elle démarre toujours de la même manière. On part de l'équation caractéristique du condensateur, qu'on réécrit. On réécrit DUC sur DT égale I sur C. Le point de départ, de tout ce qu'on écrit avec les condensateurs, de toute façon. Et ensuite, je vais dérouler tout ce que j'ai déjà écrit, c'est-à-dire que le I qui est ici, ben, par la loi d'Ohm, je sais que c'est UR divisé par R. Ensuite, quand je prends UR, que je le divise par R et que je le divise par C, mathématiquement, ça revient à le diviser par RC.
Et ensuite, le UR, dans l'écrit là-bas, le UR c'est égal à parenthèse, par la loi des mailles, c'est égal à VE moins UC. Je réécris cette équation en enlevant tous les termes intermédiaires. Je ne fais que la réécrire. Et j'obtiens ça. Voilà. Et celle-là, on va l'encadrer. Parce que celle-là, elle dit tout, absolument tout, du comportement du circuit. Et c'est ça qui s'appelle une équation différentielle du premier ordre. Alors on va essayer de bien interpréter, de comprendre ce que ça signifie physiquement. Vous allez voir qu'on va retrouver tout ce qu'on a dit dans cette équation. Première chose, si jamais UC est égal à VE, ce terme-là vaut 0. Donc on en déduit que la vitesse de variation de UC vaut 0, donc UC ne bouge pas. Si UC est plus petit que VE, ça c'est positif, et donc ça veut dire que UC sera croissant, puisque sa vitesse de variation sera positive. Et le cas inverse, c'est UC plus grand que VE, ça c'est négatif, la dérivée négative, c'est-à-dire que UC sera décroissant. Cette équation, elle dit quoi? Si on essaye de la synthétiser avec des phrases, elle dit la vitesse de variation de UC est proportionnelle à l'écart qu'il y a entre VE et UC. S'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de vitesse de variation. Il faut un écart pour que UC varie. Voilà. Alors mathématiquement, on appelle ça une équation différentielle parce qu'il y a quelque chose qui est assez inhabituel par rapport aux équations classiques, je dirais, standard. C'est qu'en fait, dans cette équation, eh bien, vous voyez cohabiter UC qui va être une fonction du temps. Et la valeur de UC permet à tout moment de calculer la dérivée de cette fonction. D'accord? C'est-à-dire sa pente. Là, quand vous reliez la pente d'une fonction à la valeur de cette même fonction, et que ça fait un système bouclé comme ça, eh bien ça s'appelle une équation différentielle du premier ordre. Cette équation différentielle du premier ordre, là, que vous avez sous les yeux, c'est la plus simple des équations différentielles qu'on puisse avoir en mathématiques, quasiment la plus simple. Mais c'est très bien pour débuter avec les équations différentielles parce qu'on arrive bien à sentir ce qui se passe normalement. Voilà. Et surtout, cette équation différentielle, vous allez la retrouver non pas seulement pour le circuit RC, on verra après, on parlera d'un circuit RL qui fonctionne de la même manière. Vous allez la retrouver en thermique. Vous voyez? Là, j'ai une bouteille d'eau. J'ai sorti du frigo, mettons de l'eau soit à 4 degrés. Si j'attends, elle va finir à quelle température l'eau de la bouteille? Ouais. Elle va finir à température ambiante, mettons 20 degrés. Hein? Et bien, vous voyez, quelle que soit la température de départ, l'eau va avoir tendance à rejoindre la température ambiante. Et bien, ça va se produire exactement de la même manière que ça. On va atteindre le point d'équilibre, et ça sera les mêmes courbes, parce que l'équation que vous verrez en thermique, elle sera mathématiquement identique à celle-ci. Donc là, je suis juste en train de travailler pour la thermique. Je pense, dans le cours d'électronique, je vous ferai le circuit d'une régulation de vitesse de voiture, par exemple. Oui. Et vous verrez que ça marche pareil. Parce que c'est quoi l'objectif du régulateur de vitesse? Et bien, c'est que la vitesse de vos voitures rejoigne une vitesse de consigne que vous avez donnée au départ. Oui, par exemple. Voilà, donc ça a une importance considérable, ce truc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc, cette équation s'appelle une équation différentielle, mais attention, la solution de cette équation différentielle, et encore, je ne devrais pas dire la solution, mais les solutions, parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas une valeur numérique de UC. Ce n'est pas comme une équation avec des x, on trouve x égale à la fin. La solution, ou une solution de cette équation différentielle, ce n'est pas une valeur de UC, c'est une courbe complète qui décrit comment UC évolue au cours du temps.
C'est-à-dire que la solution, c'est pas une valeur, c'est une fonction du temps. Donc, oui. Et la VE, c'est une fonction. VE, au début, nous, dans ce qu'on va faire, ça va être une constante. VE sera une constante. Mais par contre, tu sais, ça sera une fonction du temps. Quelque chose qui décrit comment UC évolue au cours du temps. Et il n'y aura pas qu'une seule solution, il y aura autant de solutions qu'il y a de points de départ ici. Vous avez vu, il y a celle-ci, il y a celle-ci, celle-ci, on peut en mettre une infinité. Autant qu'il y a de points de départ. Si on se fixe un point de départ, qu'on va appeler une condition initiale, alors il n'y a qu'une seule fonction solution. D'accord? Mais moi je vais écrire la solution là, qui marche pour toutes les fonctions. Pour tous les points de départ possibles. Ça veut dire réponse. Non, je vais simplement, au lieu d'écrire ces 10, 9 ou 11, ce truc-là, là, je vais l'appeler, enfin le point de départ, je vais l'appeler UC2 T0. Pourquoi T0? Parce que je considérais ici que l'origine de temps, c'est pas forcément 0, mais c'est un T0 quelconque. Hein, une origine des temps. Voilà. Toi, par exemple, aujourd'hui on dit qu'on est en 2020, ben, parce qu'on s'est fixé l'origine des temps à la naissance de Jésus-Christ. Donc on choisit l'origine des temps un peu comme on veut. En physique, on a le droit d'apprendre quand on veut. Oui. Comment c'est possible qu'on calcule DUC sur DT, sachant que dans la formule, on considère de UC en fonction du temps? Alors ça, c'est la résolution mathématique de cette équation. J'en parle un petit peu après. Mais je vais un peu abréger. Parce que vous allez le voir en mathématiques. Mais je vais vous donner quelques pistes quand même. Mais du coup, il n'y a pas un terme qui est pour toutes les fonctions, qu'on peut utiliser pour toutes les fonctions qui rentrent. Si, c'est ce que je vais vous donner. Ah. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous parachuter la solution. Ou les solutions en fait. Puisque j'ai dit qu'il y en avait une infinité. Alors on va raisonner dans un cas particulier. On va réduire un peu quand même le cas, parce que sinon ça fait beaucoup de choses. C'est si VE est égal à une constante sur un intervalle de temps qui va de T0 à... Je ne vais pas l'écrire comme ça. On l'écrit plus bêtement. D'un instant de départ qu'on va appeler T0 à un instant quelconque, plus tard, qu'on appellera T. Si VE est constant, eh bien, solution parachutée, UC de T égale. Alors ça va nous faire peur au début, mais c'est qu'on va élucider ça. Donc on va avoir le VE qui intervient. Il rentre deux fois dans la formule, c'est-à-dire que on va avoir ici la condition initiale, UC de T0, hein, qu'on a pris égal à 11, 10 ou 9 ou 0 par exemple. Et là, il va y avoir une fonction exponentielle, voilà, dans laquelle le temps va intervenir. Alors le temps va intervenir non pas, je ne vais pas mettre T directement, mais on va écrire delta T. Et il va y avoir une constante dedans, qu'on va appeler la constante de temps, qu'on va appeler taux. Comme ça. Et je vais préciser les valeurs de ces deux choses-là. Mais ça, c'est la nature. Donc en gros, c'est une fonction du temps, et le temps est contenu là-dedans. Mais c'est une fonction aussi de la condition initiale. Et puis de VE. Allez, j'ai le delta T, je dis ce que c'est. Ben, le delta T, c'est le temps écoulé depuis le temps initial, le temps de la condition initiale. Donc comment je fais pour avoir l'intervalle de temps entre T et T0? T moins T0. Donc là on écrit que ça sera T moins T0. Donc delta T, c'est juste l'abréviation avec l'écriture abrégée pour T moins T0. Et taux, c'est la constante de temps. Alors la constante de temps, eh bien c'est égal à R fois C. Alors pourquoi c'est ça? Je ne le détaille pas tout de suite, mais en fait, il faut juste comprendre que la constante de temps, c'est ce qu'on lit ici dans l'équation différentielle. Cette constante de temps, on va régler le problème de son unité. Les ohms, c'est quoi comme les unités qui se cachent derrière les ohms? On a déjà dit ça. Par millivolts. Donc ça, c'est des volts par ampère. Et le condo, vous vous souvenez avec la formule ici, là. Vous voyez, le condo, il est là. Donc pas de l'autre côté, ça fait des farads ici. En face, j'ai des ampères qui divisent par des volts, multiplient par des... Non, c'est des secondes. Si on retourne la formule, là, je vais un peu à peine de le faire, mais ça nous fait
c'est des volts par des ampères. Et bien le conso, c'est les ampères divisés par des volts fois des secondes. Quand on multiplie les deux choses, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, les volts, ça s'élimine. Les ampères, ils s'éliminent. Et il ne reste plus que les secondes. Voilà. Pour ça qu'on appelle ça la constante de temps, c'est en secondes. Alors on va l'encadrer parce que celle-ci, il va falloir l'utiliser quand même pas mal de fois. Et pour la retenir, il faut l'encadrer un peu quand même. Il y a une démonstration de cette formule? Oui. Ça existe. Oui. Alors il y en avait plusieurs, mais je vais en parler. Mais pour vous aider à retenir cette formule, je vais essayer de vous faire comprendre comment elle fonctionne. Le moins delta t, il est à la suite de la formule, quoi. Il est dans l'exponentiel. L'exponentiel, Ah, exponentiel. moins delta t sur t. Avant de vous parler de la démonstration de cette formule, il faut comprendre comment elle fonctionne en fait. Et pour comprendre comment elle fonctionne, il faut juste faire déjà une première chose. C'est de regarder, tiens, si je fais t égale t0, c'est-à-dire je me mets au début de mon intervalle de temps. Là. Si je fais t égale t0, le delta t vaut combien? 0. Donc là, ça va bien faire exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc la parenthèse va multiplier par 1. Et quand la parenthèse est multipliée par 1, regardez ce qui se fait, comme simplification. VE moins VE, ça fait 0. Et vous trouvez que le UC de t, c'est bien la valeur initiale. Donc déjà, cette formule part bien de la valeur initiale. Ok, si je mets UC de t 0 égale 9, au début, je vais trouver 9. Ça, c'est sûr. Ensuite, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, t va augmenter, delta t va être de plus en plus grand, moins delta t va être de plus en plus négatif, d'accord? Moins delta t sur taux devient de plus en plus négatif. Et quand vous avez une exponentielle avec un nombre qui devient très négatif, elle tend vers combien l'exponentielle? 0. Non. Exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Donc si ça tend vers l'infini, ben ça tend vers... Ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. En gros, quand le temps va s'écouler, cette exponentielle qui valait 1 au départ, elle va finir à 0. Donc vous multipliez la parenthèse par 0, ben cette fois c'est toute la parenthèse qui disparaît. Et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, eh bien UC de t vaut VE. Donc vous voyez, de manière un peu intuitive, comment votre UC de t il va partir de UC de t0 et il va finir à VE. Puisque à la fin, là on n'est pas mis, mais ça c'est UC égale VE. Alors, j'en viens à la démonstration. C'est jamais vraiment équivalent. UC de t n'est jamais vraiment équivalent. C'est une exponentielle, ouais. On va discuter de ça un peu. Mais le point d'équilibre, du coup, c'est la valeur de VE, d'accord? Tout le temps. La tendance générale, c'est que UC et VE rejoignent VE. Comme la température de l'eau dans la bouteille, il y a toujours tendance à vouloir rejoindre la température en eau. Pareil. Alors, la démonstration. La première chose que vous pouvez faire déjà, quand vous avez une solution d'une équation, c'est d'injecter la solution dans l'équation de départ et vérifier que ça marche bien. D'accord? Ça, c'est à la portée de vous tous. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre cette expression de UC de t, donc vous mettez tout ça, et ça, vous le remplacez ici, et vous le remplacez ici. Ça veut dire quoi? Pour remplacer ici, il faut être capable de dériver cette expression avec l'exponentielle dedans. Vous faites la dérivée, vous calculez tout, vous allez voir, vous avez la même chose de chaque côté, quelle que soit la valeur de t. Et ça veut dire que cette égalité, elle est vraiment en permanence, quelle que soit la valeur du temps. Ok? Ça, c'est la méthode, j'ai la solution,
je réinjecte ma solution dans mon équation de départ et je vérifie que le résultat est bien juste. Okay. Ça, vous pouvez tous le faire. Il suffit de savoir dériver une exponentielle. Ce que vous pouvez ensuite, pour faire la démonstration, c'est-à-dire j'ai cette équation-là et je veux trouver la solution. Donc il y a deux méthodes pour avoir ça. Il y a une méthode qui s'appelle remarquer que cette expression-là, donc cette équation différentielle, est une équation à variables séparables. Et il y a une technique mathématique qui permet de trouver des solutions, des équations à variables séparables. Celle-ci, ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer par mail. Il y a un petit calcul, il fait 2 pages. Une page. Non mais c'est. Je n'aurais pas dû dire 2 pages parce que c'est. Il fait 10 lignes. 2 pages écrites gros, mais c'est. Voilà. Par contre, ça dépend comment vous êtes à droit avec les notations différentielles. Je ne sais pas si. C'est un calcul qui est vraiment à la méthode des physiciens. Les mathématiciens, alors ils utilisent une autre méthode qui marche, qui est une méthode de résolution des équations différentielles linéaires. Donc celle-ci, vous ne savez pas encore pourquoi, mais elle est linéaire. Quand les équations différentielles sont linéaires, elles ont des propriétés un peu magiques. C'est que si on trouve une solution, eh bien cette solution multipliée par un coefficient est encore solution. Si on trouve une deuxième solution, eh bien cette deuxième solution multipliée par un coefficient plus la première solution multipliée par un autre coefficient est encore solution. Quand on multiplie des solutions par des coefficients et qu'on les ajoute, on dit qu'on fait des combinaisons linéaires en mathématiques, ça s'appelle comme ça. Et quand on fait des combinaisons linéaires et que le résultat de cette combinaison linéaire est aussi une solution, c'est-à-dire appartient à l'ensemble des solutions, eh bien on est en présence d'un ensemble qu'on appelle un espace vectoriel en mathématiques. C'est la définition des espaces vectoriels. Voilà. Et en fait c'est très pratique parce qu'il suffit de trouver quelques solutions et après par combinaison linéaire on en trouve une infinité. Grâce à tous ces points, on peut trouver la cause. Voilà, c'est la méthode mathématique. Alors, elle est un peu plus compliquée que ça parce que généralement, la méthode mathématique, il faut résoudre. La méthode, ce que je vous dis là, avec les linéaires, avec les espaces vectoriels, ça marche si VE est égal à 0. Donc on résout déjà avec VE égale 0. D'accord. Ensuite, on cherche une solution particulière lorsque VE n'est pas égal à 0. Mais celle-là, on la connaît, la solution particulière, parce que c'est le point d'équilibre. Et on repère tout de suite le point d'équilibre, parce que le point d'équilibre, on voit qu'il y a un point, pour avoir un point d'équilibre, c'est la solution constante en fait. Là, si on a une solution avec un point d'équilibre, c'est forcément que UC sur DT vaut 0. Et donc la solution, c'est tout de suite, ça donne tout de suite que UC doit être égal à VE. Voilà. Et on arrive à démontrer que l'ensemble des solutions, c'est la solution avec VE non nul, plus les combinaisons linéaires de solutions avec VE nul. Vous voyez, il y a... Vous allez le faire en maths. Cette méthode est beaucoup plus longue, mais par contre, elle est ultra générale. Elle permet de résoudre toutes les équations différentielles linéaires, y compris des équations plus compliquées, notamment pour permettre du deuxième ordre, troisième ordre, etc. Une méthode ultra générale qui... Vous allez voir ça en maths. Je ne sais pas quand. Peut-être l'année prochaine. Moi, je ne veux pas trop faire de maths ici. Pour vous mettre sur la piste quand même, si. Un truc assez important. Dans cette façon mathématique de trouver les solutions quand VE vaut 0, c'est toujours de rechercher les solutions sous la forme comme ça. UC de t égale exponentielle kt. C'est-à-dire qu'en fait, la base de cette méthode, c'est à essayer d'essayer ce type de fonction. Et pourquoi on se focalise sur les fonctions exponentielles? Pourquoi c'est elles qui vont marcher? Eh bien parce que les fonctions exponentielles ont une très bonne propriété, c'est que quand on les dérive, ça refait une fonction exponentielle. Les fonctions exponentielles sont stables par dérivation. Vous allez me dire, prends ça. Voilà. Et donc ça en fait des super candidates pour que la dérivée d'une fonction puisse être égale à cette même fonction. Non, j'ai problème.
voyez à peu près le truc? Bon, c'est pas grave ça, si ça vous dépasse un petit peu. Vous allez faire des mathématiques là-dessus. De toute façon. Voilà, d'autres questions là-dessus? C'est bon? Voilà, bon, pour vous dire, les équatifs, c'est tout un monde. Il y a de la théorie, il y a pas mal de théories. Bon, ça s'apprend, mais il faut prendre le temps pour faire ça mathématiquement correctement. Je vous enverrai la démonstration avec la méthode des équations à variables séparées. D'accord. Voilà. Et nous, on va terminer ça. On va faire un petit exemple. Un petit exemple. On va prendre un cas simple. On va partir d'un condensateur initialement déchargé. Et on va supposer que V1 est égal à 1 volt. Donc en fait, on sait qu'est-ce qui va se passer, on va partir de 0 là, et on sait qu'on va finir à 1 volt. Ça veut dire ça. Voilà, puis les autres, on sera sur cette courbe là. Et bien on va faire quelques petits calculs là-dessus. Et notamment ici, je vais attendre un temps qui est égal à la constante de temps. D'accord? Et je vais regarder ce que ça donne. Pour faire ça, j'applique cette formule-là. Et je dis si t égale taux. Bon, on peut commencer si t égale t0, pardon. C'est-à-dire delta t égale 0. D'accord? Ça, je le refais, j'ai déjà dit, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, ça nous donne UC de T0 égale le V1 il vaut 1 volt, d'accord, plus le UC de T0, on a dit c'était 0, moins 1, exponentielle de moins 0. Si j'applique la formule, ça donne ça. Voilà. Et là, ça donne 1, moins 1, lui voit, et ça nous fait donc 0. On retrouve bien ce qu'on avait ajouté dans la formule. En fait, c'est pas ça qui est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si j'attends une constante de temps. Voilà. Prendre delta t égale à t. Donc en fait, c'est si delta t est constant. Ça, c'est si delta t est constant. Non, c'est pas le temps, tu vois, il avance, et là, je décide de calculer ce que ça vaut au bout d'une constante de temps. D'accord? On pourrait mettre n'importe quelle valeur, mais je décide de voir ce que ça donne au bout d'une constante de temps, parce que la constante de temps, ça va être la référence du temps, en fait, pour ce circuit. Il a des tapis qui viennent là-dedans. Ouais. Alors je réécris, ça fait UC de T. Ouais, ça fait UC de T. Alors, UC de... on va écrire delta T égale taux. Voilà. Ça donne 1 plus 0 moins 1. Et vous êtes d'accord dans l'exponentielle, là, il va y avoir combien? Non. Allez, tout ça dans la machine. La constante de temps, du coup, on peut l'utiliser, comment dire, on n'est pas obligé que de l'utiliser sur T0, entre T0 et T, on pourrait l'utiliser par exemple entre T et un autre. Ouais. Delta T égale à taux, à la constante de taux. Ça c'est taux, ça c'est une lettre grecque. Avec une queue arrondie. Combien ça fait? 0,132. Et après, il y a 1, On va regarder ça. Alors ça, on va retenir que ça, c'est à peu près 2 tiers. 2 tiers, ça fait 0,66. Donc si on chipote pas trop, ça fait 2 tiers. Et bien ça, le résultat est assez important. Ça veut dire que si on attend une constante de temps, on fait les 2 tiers du chemin vers le point d'équilibre. Ou 63%. À peu près. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on va utiliser à tour de bras.
quand on attend une constante de temps, on n'atteint pas du tout le point d'équilibre, mais on a fait quand même la plupart du chemin vers le point d'équilibre. Voilà, ça on va le retenir. On va se dire, ben, si j'attends maintenant 3 constantes de temps, UC égale. Donc là, je réécris tout pareil, sauf que là, je vais mettre 1 moins 0, 0 moins 1. Et là, dans l'exponentielle, cette fois, je vais mettre moins 3. Et pourquoi moins 3, monsieur? Bah, c'est la différence delta t par taux. 0,95. Et 30 ici. Si là, je mets 3 taux, divisé par taux, il reste 3. Et bien, si tu veux, c'est un temps caractéristique qui dit à quelle vitesse ton système va rejoindre le point d'équilibre. On termine les calculs et on fait la conclusion. C'est la fatigue. À côté du C, vous avez oublié de marquer en fonction du temps. Bah, c'est pour delta t égale 3 tours. Là, je pourrais delta t de 3 tours. Donc en fait, en 3 constantes de temps, on a fait 95% du chemin vers le point d'équilibre. C'est-à-dire quasiment tout. Mais ça dépend si on chipote ou pas. Si on veut vraiment, si on est vraiment chipoteur, on va voir qu'il faut attendre 5 constantes de temps. Parce que quand on a atteint 5 constantes de temps, cette fois UC, eh bien, il est égal à 1 plus 0 moins 1, exponentielle moins 5. Et ça, dans la machine, ça fait combien? 0,99. Donc là, on a fait 99% du chemin vers le point d'équilibre. Alors le 100% d'un point de vue théorique, il n'existe pas, il faut attendre un temps infini. Mais en pratique, tout le monde considère qu'au bout de 5 taux, c'est terminé. C'est comme la température de l'eau dans la bouteille. Elle n'atteindra jamais 20 degrés. Mais mettons que la constante de temps de ma bouteille, ça soit, je sais pas, 10 minutes. Ben, si j'attends 50 minutes, tout le monde considère que c'est 20 degrés parce que ça sera 19,99. Et personne ne fait la différence entre 19,99 et 20. Et 5% de temps, c'est pas là. Ouais, non. Si on n'est pas trop regardant, on dit que c'est fini au bout de 3 constantes de temps. Si on chipote, on dit ça. Et après, on va jamais le voir. On n'atteint jamais 100% de 25 degrés. Parce que l'exponentielle, elle ne vaut jamais vraiment 0, mais elle descend très très vite. En fait, c'est asymptotique. En mathématiques, on dit que c'est asymptotique, ça tend vers cette valeur. Jamais cette valeur. En théorie, non, en pratique, oui. Parce qu'à un moment, c'est tellement près qu'en pratique, on ne sait même pas mesurer la différence entre les deux. D'accord ? Voilà. Ben là, vous avez tous les éléments. Et ce circuit, je vous dis, va faire référence. Tous ces résultats, vous allez les retrouver à plein d'endroits. Parce qu'il y a tout un tas de systèmes qui, mathématiquement, sont régis par la même équation. Et dès que vous tombez sur cette équation, eh bien, tout ce que vous aurez appris sur ce circuit, vous pourrez le calculer sur les autres systèmes. C'est la puissance des mathématiques. Okay. Et ensuite, allez, le mieux, c'est de mettre en application maintenant. Donc, je vous laisse regarder, chercher 5 minutes l'Exo 10. Vous allez voir bien qu'avec ce qu'on a vu là, on va pouvoir avancer tranquillement dans l'Exo 10.
Allez, je suis content, il y a des portes à films là. Mais du coup, monsieur le graphique, ça va être plus un graphique comme qui ressemblait au premier qu'on avait fait. Et non, pour que ton graphique, ça soit des morceaux de droite là. Pour que ton graphique soit des morceaux de droite, il faut que ton courant soit constant. Non, comment ça fait? Et là, ça va pas être le cas, là, c'est du circuit RC. Ça va pas être le cas. Quand est-ce que t est plus petit que t0? Et ben en fait, dans cette expression, ça ne sera jamais le cas. Ça ne marche pas que pour des valeurs de t plus grandes que t0. Pour t inférieur à 0? Alors, en fait, la réponse n'est même pas dans vos mathématiques là. Pour t inférieur à 0, à votre avis, on va trouver dans quel état le circuit? Ma bouteille d'eau là, ça fait 3 jours qu'elle est là. Ça va être quoi la température de l'eau? 19,9. Ça sera la température ambiante. C'est-à-dire qu'en fait, mon système aura atteint son point d'équilibre depuis très longtemps, puisque les 5 constantes de temps sont écoulées. Donc au début, il n'y a même pas à faire de calcul. Le circuit, on l'écrira, on va directement dessiner. Au début, le circuit est sur son point d'équilibre. Donc en fait, au début, la tension vent du condensateur, c'est 2 volts. Ça démarre avec 2 volts. Voilà, UC, il démarre. Une expression, donc une formule à sortir, on doit juste dire que UC est égal à 2 volts. On le fera après l'expression. Pour le moment, je vais raisonner qualitatif, vous allez voir, on va déjà obtenir plein de résultats. D'accord? On fera les maths après. Allez, de 0 à 2 secondes, c'est quoi la tendance? Non, je suis passé là, maintenant. Qu'est-ce qui va se passer de là à là? Alors 10 volts. La tension au bord du condensateur a tendance à rejoindre
VE qui vaut 10 volts. Voilà. La question c'est, est-ce qu'on va avoir le temps d'atteindre ces 10 volts ou pas? Et pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut calculer? Ouais, je pense que là ça devient urgent de calculer la constante de temps. C'est pas très violent à faire, c'est taux égale RC. La résistance fait 10 000 ohms. Le condensateur il fait 100 micros. Résultat. Genre micro, pas vrai ou bien... Et bien pour savoir si on va avoir le temps de rejoindre le point d'équilibre ou pas. Les micros c'est 10-6. C'est un N ou un? Ça c'est un micro, c'est un micro. C'est une espèce de U. Le Y. Donc c'est un M en fait. Bon bah ça fait 100 fois 10 000, ça fait... Le point d'équilibre c'est UC égale à VE. Donc VE vaut 10 là. D'accord? Donc le point d'équilibre ça sera 10 volts. Le nouveau point d'équilibre est hein? Voilà, maintenant on va travailler sur cet intervalle de temps qui est de 0 à 2 secondes. Voilà. Donc est-ce qu'on va avoir le temps d'atteindre le point d'équilibre? Oui. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce qu'à 2 secondes. Il faut combien de constantes de temps pour atteindre le point d'équilibre? 5. Donc là, il n'y en a que 2, donc on ne va pas y arriver. Eh ben, il y a 2 secondes, la constante de temps vaut 1 seconde. Donc on ne va pas y arriver. Et bien, pour tracer la courbe, on va quand même la tracer, mais on va appliquer la fameuse règle des 2 tiers. Vous savez, au bout d'une constante de temps, on fait les 2 tiers du chemin vers le point d'équilibre. Alors regardez comment ça se décline là. Je suis là, à 2 volts. Mon point d'équilibre il est là, à 10 volts. Cette distance-là, à vue de nez comme ça, je la coupe en 3. 1, 2, 3, bon j'ai mal fait, mais c'est pas grave. 1 tiers, 2 tiers du chemin, voilà où j'en serai au bout d'une constante de temps. Une constante de temps, c'est 1 seconde plus loin, c'est-à-dire plus tard, plutôt, on va dire. Et c'est donc ici. Voilà. Ça va monter comme ça, et au bout d'une seconde, j'en serai. Allez, je veux savoir maintenant où j'en serai au bout de la 2e seconde ici. Eh bien, j'applique la même recette. C'est-à-dire que mon nouveau point de départ, il est là. Vous connaissez. Le point d'équilibre, il est là. Cette distance-là, je la coupe en 3. 1 tiers, 2 tiers. Voilà où j'en serai. Une constante de temps plus loin. Et après, je sais que ça va partir, ça va monter assez vite. Et plus je vais m'approcher du point d'équilibre, plus ça va monter doucement. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'au bout d'une constante de temps, vous avez les 2 tiers du chemin. À peu près, hein, c'est approximatif. Mais l'avion, ça sera ça, assez précisément. Allez, je continue, j'applique la même recette. Cette fois de 2 secondes à... de 2 secondes à 3 secondes. Non, parce que attention, le point d'équilibre il a changé maintenant. C'est pas 6. C'est pas 8. C'est pas 8. C'est pas 6. 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus 2, c'est 6. Vous avez demandé la moitié. J'ai dit, je fais les 2 tiers de ce chemin. C'est un chemin qui part de 2 qui va à 10, les 2 tiers, ça fait à peu près 8, un peu en dessous de 8. Mais t'embête pas pour la valeur, on fait comme ça avec les distances. Si tu veux, on la calculera précisément cette valeur. Donc, de 2 à 3 secondes, attention, le nouveau point d'équilibre, il est là, VE a changé. Mon point de départ est là. La distance qui me sépare du point d'équilibre, le chemin, c'est tout ça. Et bien celui-là, je le coupe en 3. Et cette fois, comme je descends, je fais 1 tiers, 2 tiers. Ça veut dire qu'au bout d'une constante de temps, je me retrouve ici.
Ensuite, pour la constante de temps suivant, le chemin qui me reste à parcourir, c'est ça. Je le coupe en 3. Et une constante de temps plus loin. J'ai encore fait les 2 tiers. Et puis là, le petit bout de chemin qui me reste, c'est ça. Je le recoupe en 3. Voilà, au bout de 3 constantes de temps, je suis à peu près là. Et de toute façon, au bout de 5, on dit que c'est fini, je suis sur le trait. D'accord ? Voilà. De toute façon, là, je pourrais recouper en 3, mais on voit très bien que le trait se rapproche. Et à un moment, il se touche. Et voilà la lure. Direct à main levée, comme ça. Allez, maintenant, si je veux calculer la valeur exacte ici. Alors, je peux m'amuser à faire des 2 tiers de 2 tiers, mais les 2 tiers, je sais que c'est approximatif. Il faudrait que je fasse 63%, 63%, etc. On peut le faire, mais c'est galère. En fait, si je veux avoir la valeur, le mieux, c'est d'utiliser la formule. Alors, on va écrire un petit peu les choses là. On va dire qu'en mathématiques, t inférieur à 2 secondes. Donc ça, c'est très important de l'écrire, ça. On a dit que pour, en condition initiale, en fait, le circuit est sur son point d'équilibre. Hein? Donc je l'écris parce que ça, c'est le truc qui permet de ne pas rester bloqué le jour du DS. Le circuit est sur son point d'équilibre. Et le point d'équilibre, parce qu'il est facile, ça entraîne que UC est égal à VE, et donc égal à 2 volts. Ça, c'est ce qu'on a écrit, on a dessiné ici. Voilà l'expression de UC en fonction du temps. En fait, le temps n'intervient pas. Pourquoi? Parce que UC est constant. Il n'évolue pas au cours du temps, il est constant. Maintenant, si je me place pour T de 0 à 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me choisir un T0, là, utiliser cette formule, mais on voit que le début de l'intervalle de temps, c'est 0. Donc ça, je vais appeler ça mon T0, mon instant initial de cette nouvelle période. D'accord? Et je vais tout simplement réécrire cette formule avec T0 égale à 0. Et je vais écrire donc UC de T. Ça sera égal à VE. Donc sur cet intervalle de temps, VE, je mets 10 volts cette fois. Facteur de 0 moins, non pas 0, bon, UC à 0, c'est l'ex-sugérité de l'intervalle de temps précédent, c'est-à-dire 2 volts. Voilà, donc ça c'est UC de UC de 0, moins VE c'est 10, exponentielle, moins delta T, je le mets comme ça pour l'an, divisé par taux, la constante de temps, on l'a déjà calculé, elle vaut 1 seconde. Voilà. Donc ce truc-là, ça vaut 2. Et le delta T, c'est T moins T0, mais T0 vaut 0. Donc le delta T égale T moins 0. Donc si je remplace tout, ça fait 10 moins 8 exponentielle moins T. Et voilà donc l'expression de UC en fonction de T qui est valable pour cette partie de la courbe. Alors, on peut calculer pour T égale 1 seconde et pour T égale 2 secondes par exemple. Donc on va calculer pour n'importe quelle valeur de T compris entre 0 et 2 secondes. Alors on a dit qu'on le faisait. On fait donc, on va écrire UC de 1 seconde égale 10,8 exponentielle moins T. Voilà, on calcule ça. Et puis on fait à 2 secondes. Là, pardon, c'est pas moitié, c'est moins 1. Et là, c'est moins 10.
Pour 7,05. et l'autre c'est 8,91. 8,91. Alors ce résultat, ça veut dire quoi? Ici, on a 8,91 volts. Et ici, bon, mon graphe ne doit pas être très juste parce que c'est effectivement. Bon, moi j'ai fait ça à main levée comme ça, mais ici on a 7,05 volts. Pour la prochaine fois, vous me calculez l'expression de la courbe verte dans la partie descendante. C'est la même méthode. Et après, regardez, rangez pas trop vite, là, j'en ai pour 4 secondes. On vous demande l'allure de la courbe de, non pas de UC en fonction de T, mais de UR en fonction de T. Comment on va obtenir UR en fonction de la courbe? Vous souvenez, UR égale DE, c'est la courbe rouge. UC, c'est la courbe verte. Donc avec la courbe rouge moins la courbe verte, ça nous donne la tension bord de la résistance. Voilà, vous n'avez qu'à faire la soustraction à chaque instant et vous allez trouver la courbe de la résistance.